Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau décryptage. Bon, on va parler d'un truc aujourd'hui qui touche au cœur même de notre société, la réussite, l'effort et au fond, notre destinée. Bref, on va parler de mobilité sociale. C'est vraiment la mécanique invisible de notre monde. On entend tout le temps parler d'ascension sociale ou de mérite, mais en fait, quand on regarde les données, il se passe quoi? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, dans ce programme, on va surtout faire un gros plan sur un aspect bien précis, la mobilité intergénérationnelle. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question super humaine. Fait-on mieux que nos parents? Honnêtement, on s'est presque tous posé la question un jour, n'est-ce pas? Et c'est un point de départ génial parce que cette petite interrogation très individuelle, c'est carrément la clé pour comprendre un phénomène macro-social énorme. Au programme d'aujourd'hui, on va d'abord comprendre la mobilité sociale, puis regarder les trajectoires intergénérationnelles, les outils de mesure, d'autres formes de mobilité, la différence entre mobilité structurelle ou nette, et on finira sur la fluidité et l'égalité des chances. C'est parti. Première partie, comprendre la mobilité sociale. Alors, la mobilité sociale, c'est tout simplement l'outil qui permet de suivre la trajectoire des gens au cours de leur vie. Faut pas voir ça comme une simple photo prise à un instant T, c'est plutôt un vrai film qui s'étale sur plusieurs décennies. Le but, c'est de comprendre à quel point notre origine sociale pèse sur notre avenir. En gros, est-ce qu'un enfant d'ouvrier a de vraies chances de devenir cadre dirigeant ou est-ce que sa ligne d'arrivée est déjà un peu tracée dès le départ? Deuxième partie, les trajectoires intergénérationnelles. C'est là qu'on fait un véritable zoom sur la transmission d'une génération à l'autre. On compare quelqu'un avec ses parents, souvent en regardant leur catégorie socio-professionnelle. Et là, on a trois grands scénarios possibles. Le premier, celui qu'on adore tous célébrer, la mobilité ascendante, la fameuse ascension sociale. C'est quand on atteint une position supérieure à celle de ses parents. Ensuite, à l'inverse, il y a la mobilité descendante, le déclassement. Là, on finit dans une position inférieure et socialement, c'est quelque chose qui pèse très lourd. Et enfin, l'immobilité sociale. C'est quand on reste exactement dans le même groupe. En sociaux, on appelle ça la reproduction sociale. Troisième partie, les outils de mesure. Et ça illustre parfaitement notre besoin de mesurer tout ça concrètement. Parce que comment on sait si une société entière monte ou descend? Eh bien, les sociologues utilisent des outils redoutables, les tables de mobilité. Il y en a deux sortes qui regardent exactement les mêmes chiffres, mais dans deux sens complètement opposés. La table de destinée, elle part du parent et se demande, bon, que deviennent les fils? Et la table de recrutement, elle, part de la position du fils aujourd'hui et regarde en arrière, d'où viennent-ils, que faisaient leurs parents? Pour bien visualiser le truc, comparons-les directement. La table de destinée regarde vers le futur de l'enfant en fonction du point de départ des parents. La table de recrutement, elle, fait le chemin inverse. Elle fouille dans le passé des parents en fonction de la réussite actuelle de l'enfant. En fait, c'est un peu comme regarder un arbre géant. La destinée observe où vont les branches depuis le tronc, alors que le recrutement part d'une feuille pour retrouver de quelle racine elle provient. Quatrième partie, d'autres formes de mobilité. Bon, la mobilité intergénérationnelle, c'est central, mais la société bouge de plein d'autres façons. Déjà, on a la mobilité intragénérationnelle. Ça, c'est changer de position sociale au cours de sa propre vie active. Genre un vendeur qui grimpe les échelons et devient directeur. Ensuite, la mobilité géographique. Le nom parle de lui-même, c'est un changement de lieu de vie, que ce soit dans le pays ou à l'international. Et enfin, la mobilité professionnelle, ça, c'est quand on change de métier, de qualification ou carrément d'entreprise. Et bien sûr, dans le monde réel, tout ça se mélange. Ces formes de mobilité se recoupent super souvent. Imaginez une grosse promotion. C'est de la belle mobilité professionnelle, super. Mais ça implique très souvent de devoir déménager dans une autre ville. Du coup, boum, mobilité géographique en même temps. Les trajectoires sont toujours multidimensionnelles. Cinquième partie, structurelle ou nette. Là, on arrive vraiment à un moment charnière de notre analyse. Quand on regarde la mobilité globale d'un pays, ce qu'on appelle la mobilité observée, il y a en fait deux moteurs très différents qui tournent en dessous. D'un côté, la mobilité structurelle. Ça vient pas des individus eux-mêmes, c'est l'économie qui change. Si les emplois agricoles disparaissent et que les postes de cadres explosent, mécaniquement, plein d'enfants d'agriculteurs vont devenir cadres. C'est l'économie qui les tire vers le haut. Et de l'autre côté, on a la mobilité nette. Ça, ce sont les vraies chances d'évoluer de manière indépendante de ses origines, juste par ses efforts et son mérite. La méritocratie à l'état pur. Donc le point vraiment crucial, c'est que la mobilité nette, elle est hyper rare. Quand on enlève la part structurelle, l'effet des gros changements de l'économie, on se rend compte que la plupart des mouvements qu'on observe viennent juste de la mutation des métiers et absolument pas d'une soudaine égalité parfaite où seul le mérite compterait. Sixième et dernière partie, fluidité et égalité des chances. Ce qui nous amène direct à la conclusion de tout ça.
Faut absolument pas confondre une société mobile et une société fluide. La fluidité sociale, ça fait directement référence à cette fameuse mobilité nette. Ça mesure l'égalité des chances d'accéder à une position plutôt qu'à une autre, peu importe d'où on vient. Et on évalue ça par ce qu'on appelle un rapport des chances relatives. Et ce rapport, comment on le lit? Eh bien, c'est simple. Plus le chiffre se rapproche de 1, plus la société est fluide. Le chiffre imparfait, ça voudrait dire que l'origine sociale n'a littéralement aucun impact sur l'avenir de quelqu'un. Une égalité des chances totale. Sauf que, dans les faits, ce ratio parfait n'est pour ainsi dire jamais atteint. Alors, ce qui est vraiment intéressant sur cette slide, c'est cette conclusion hyper frappante des sources. Une société plus mobile n'est pas nécessairement une société plus fluide. L'inégalité des chances reste élevée. En gros, l'économie peut créer plein de super emplois de cadres et donner l'illusion d'une grande ascension générale, mais un enfant de cadre aura toujours infiniment plus de chances de décrocher ses postes qu'un enfant d'ouvrier. L'illusion du mouvement global, c'est pas du tout la garantie d'une course équitable au niveau individuel. Bref, la mobilité qu'on observe ne reflète pas l'égalité des chances. Et c'est là-dessus qu'on va terminer aujourd'hui. Si la mobilité qu'on observe tous les jours dans notre économie ne reflète pas une vraie égalité des chances, à quoi elle ressemblerait? Une société qui serait véritablement juste et parfaitement fluide. C'est un défi immense posé par la sociologie, et ça remet sacrément en question nos certitudes sur le mérite et la réussite. De quoi bien faire réfléchir, non? Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, et à très vite pour de nouvelles explorations.